OK. Donc, j'enregistre un petit peu. Et alors, on va, tout comme d'habitude, on va essayer de partager donc l'écran. J'espère que vous allez bien. Toujours un petit peu compliqué. Vous avez réussi à manger. Si on est chez soi, c'est souvent peut-être un peu plus simple de se retrouver à manger comme ça. Voilà. Allez. Boum. Boum. Partage. Donc, c'est pas ce que je voulais montrer, évidemment. Alors, je vous avoue, je suis parti. J'ai pas eu on va dire, l'intelligence de prendre mes notes. C'est un petit peu dommage. Donc, du coup, je ne sais plus où on en était rendu. Donc, si vous pouviez m'aider là-dessus, à quel exo on était, de souvenir, je ne suis pas sûr qu'on ait fini l'exercice 3, en fait. On l'a fini ou pas? Exercice 3, ouais, d'accord. On avait dû démarrer quand même sur l'exercice 3. Question C. OK. Eh ben, on y va. Alors, on y va sur la question C. Partage. Non, c'est pas partage. Tableau blanc. Alors, on va essayer de faire les choses propres parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et donc, on est sur... Bon, bref. Exercice 3. J'écris pas bien. On était à la question C. La question C, vous pouvez me rappeler vite fait, c'est CH4, c'est ça? Je vais y arriver. Hein. C'est CH4. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de faire un truc un peu intelligent. On va essayer. Hein. On va voir si ça marche. Ah, ça marche pas. On n'a pas moyen de mettre une image. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Donc, c'est CH4 et le méthanol. OK. Alors, sur le CH4 en Lewis, bon, je vais aller assez vite, mais on l'a déjà vu ensemble. D'accord. Donc, au niveau, si vous voulez, on fait rapidement NO, NV, etc. etc. Mais on commence déjà avec le nombre de valences. Donc, le carbone, ce n'est pas très dur. Hein. On reprend sur sa ligne. Alors, je vous ai dit, hein, Lily becte bien chez notre oncle Fernand, hein, Nestor. Donc, Lily becte bien chez. Donc, chez, c'est le carbone, c'est 4. D'accord. Et puis, l'hydrogène, c'est 1, mais comme il y en a 4, c'est 1 fois 4, ça fait donc 8. Le nombre de l'octet, le nombre de l'octet, c'est là où ça prend tout son sens, parce qu'il y a deux choses. Il y a le carbone qui est 8, mais attention, il y a l'hydrogène qui, lui, pour le coup, est 2, et c'est 2 fois 4. Donc, en fait, ça fait 8 plus 8, ça fait 16. Le nombre de liaisons, en fait, c'est le nombre d'octets moins le nombre de valences divisé par 2, c'est-à-dire 16 moins 8 divisé par 2, 4 liaisons. Bon, là encore, CH4, ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante à faire. Et donc, le nombre de doublés libres, le nombre de doublés libres, c'est le nombre de valences divisé par 2, moins le nombre de liaisons. Le nombre de valences, c'est 8 divisé par 2, c'est 4. 4 moins 4, ça fait 0. Donc, on sait qu'on a 4 liaisons et pas de doublé libre. Donc, on arrive assez naturellement à cette situation-là. D'accord? Le CH3OH, eh bien, je vous la dessine comme ça, mais on arrive assez rapidement à trouver la situation. À moins que vous vouliez qu'on la refasse. Vous me dites, ah, on a fini là, c'est. Je devrais regarder ce truc-là parce qu'effectivement, non, on l'a D. Bon. Donc, on l'avait fait. Voilà, on l'avait fait, c'était très bien. Et donc, on va passer à la D. Et la D, il y avait quoi comme molécule? CO2 et CO3 2-. Alors,
eh ben, vous savez quoi, je vais effacer ça, tous les dessins. Et donc, l'AD, CO2 et CO3 de moins. Alors, CO2 d'abord. Pareil pour CO2, je fais le nombre de valences. Alors, carbone, on a dit c'était 4. Hein. Chez notre oncle, l'oxygène, c'est 6. Donc, ça fait 4 plus 6 pour l'oxygène fois 2. 6 fois 2, 12, plus 4, 16. Le nombre de l'octet, là, ce n'est pas très dur parce qu'il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a que les hydrogènes qui sont un petit peu facétieux à vouloir 2. Sinon, les autres, ils veulent tous être à la configuration du gaz rare, c'est la règle de l'octet. Donc, c'est 8 fois 3. 8 fois 3, 24. Le nombre de liaisons, donc, c'est 24 moins 16, 8, divisé par 2. Hein, eh bien, le nombre de liaisons, c'est 4. Le nombre de doublés libres, donc, le nombre de doublés libres, c'est le nombre de valences, 16 divisé par 2 moins 4. 16 divisé par 2, ça fait 8. 8 moins 4, ça fait 4 doublets. Connaissant cette information, eh bien, vous vous rendez compte assez rapidement qu'en fait, pour faire du CO2, il faut cette situation, je ne dessine pas bien, comme ceci, avec un doublet, 2 doublets ici, 3 doublets, 4 doublets ici. Alors, vous avez vu que rien qu'en le dessinant comme ça, CO2 comme ça, je suis en train d'induire un petit peu son code VSEPR et donc sa géométrie. Alors, le code de C, donc c'est l'atome central, il n'y a que lui qui nous intéresse. C'est A. On regarde à quoi il est lié. Il est lié. Donc, il est lié, c'est X. Donc, c'est AX. Il est lié à un oxygène ici, un autre oxygène ici. Je vous ai dit, même si c'est des doubles liaisons, on ne compte qu'une fois. D'accord? Dans ce cadre-là, on ne compte qu'une fois. C'est-à-dire que c'est des directions de liaison. Ce n'est pas des ordres de liaison, mais des directions de liaison. Donc, il y a deux directions de liaison. Un sur la gauche, un sur la droite. C'est donc AX2. Et sur le carbone, il n'a pas de doublet. Il y a 4 doublets qui sont chacun sur les oxygènes. D'accord? Donc, maintenant, l'angle que vous avez ici, c'est un angle qui fait AX2, c'est 180 degrés. Ça, c'est la définition. En fait, c'est la situation idéale pour écarter au mieux les liaisons qui sont, je vous le répète, qui sont finalement des assemblages. Vous avez des électrons à l'intérieur, donc des charges moins. Vous ne voulez pas rapprocher trop les charges moins. D'accord? Et la géométrie, la géométrie, elle est linéaire. OK? Alors, CO3, à moins qu'il y ait des questions, vous n'hésitez pas. Hein. CO3 de moins. Là, c'est un petit peu plus intéressant parce que le nombre de valences, eh bien, finalement, c'est quoi? C'est le carbone, 4, plus 6 fois 3 oxygènes ici, plus 2. Le 2, en fait, vient de là. D'accord? Parce qu'il y a 2 moins. 6 fois 3, 18. 18 plus 2, 20. 24. Le nombre de l'octet, bien c'est le carbone, donc c'est 8, plus 8 pour l'oxygène, fois 3. Et donc c'est donc 8 fois 4, à la fin, ça fait 32. Donc on n'oublie pas, hein, on est dans le cadre d'un anion. Donc dans le cadre d'un anion, on ajoute. OK? On fait les liaisons. Les liaisons, on a 32 moins 24 divisé par 2. 32 moins 24, ça fait 8. 8 divisé par 2, 4 liaisons. Le nombre de doublés libres. Le nombre de doublés libres, en fait, c'est le nombre de valences, 24, divisé par 2, 16, moins le nombre de liaisons. 24 divisé par 2, ça fait 16. 16. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je dis, moi? Pardon. 24 divisé par 2, ça fait 12. Pardon. 12 moins 4, ça fait 8. Il y a 8 doublets. OK? Bon,
Alors maintenant, il faut remettre tout, c'est-à-dire, on a un carbone qui est comme ceci, voilà. Je mets les points. Hein. On a un oxygène qui est normalement comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Un autre, on le met ici, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et on a 3 oxygènes, comme ça et comme ça, a priori. Plus, parce que comme vous avez 2 moins, plus vous devez avoir un point et un autre point qui correspond en fait à un électron. OK? Ça va ça? Bon, ben on commence le plus simple, il y a 4 liaisons. Donc on a fait déjà 1, 2, et 3. Au moins les 3 oxygènes vont être ensemble. D'accord? Et puis bah, il faut faire une 4e liaison. On va faire une 4e liaison ici. 4. Eh bien 4 liaisons. Maintenant, on va rajouter un électron ici, on va le rajouter là. OK? Et puis l'autre électron qui est là, on va le rajouter ici. D'accord? Du coup, ici, ça devient un doublet, et ça devient un doublet. Un petit bilan. Le bilan. Combien de liaisons combien de liaisons a-t-on placé? 4 liaisons. Super, c'est ce qu'il fallait trouver. Combien de doublets a-t-on placé? Il y en a un là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plutôt pas mal. Oui, ça fait 12. Je le vois maintenant, il faut que je regarde vraiment ici quand c'est écrit. Bon, on va quand même encore avoir en tête autre chose à faire, maintenant qu'on a fait les liaisons, c'est les charges formelles. Alors, c'est quoi les charges formelles? Les charges formelles, c'est le nombre d'électrons dans l'édifice moins le nombre d'électrons attribués, de valence. Pardon. Attendez, je regarde. Non, c'est l'inverse. Excusez-moi. Je reprends. Non, c'est que ça ne marche pas, ça. Pardon. Là, il m'a mis un bleu. Bref. Je reprends. Donc, le nombre d'électrons dans l'édifice moins le nombre d'électrons de valence. Valence, édifice. Prenons sur celui-là. Pour le carbone qui est ici. Pour le carbone qui est ici, je changeais de couleur. Pour une fois que j'ai plusieurs couleurs. On va faire du jaune. Ici, la charge formelle du carbone. Le nombre d'électrons dans l'édifice, c'est 1, 2, 3, 4. 4 moins 4, il est à 0. La charge formelle de cet oxygène-là. Le nombre d'électrons dans l'édifice. 1, 2, 3, 4 pour les doublets. 5, 6. Donc c'est 6 moins 6, 0. La charge formelle d'ici. Le nombre d'électrons dans l'édifice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde. Bon, vous avez vu mon erreur? 7 moins 6, ça fait plus 1. C'est l'inverse. C'est bien, tout à l'heure, j'avais raison. Excusez-moi. Vous pourriez me corriger. Hein. C'est nul de dire ça. Hein. Bref, donc c'est le nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons dans l'édifice. D'accord? Donc en fait, ici, c'est bien... Excusez, hein, c'est bien... C'est histoire d'avoir un négatif. Hein.
Bon, après, on ne se fait pas avoir de toute façon, quoi qu'il arrive, mais parce qu'on sait que c'est un moins qu'il faut trouver à la fin. Mais bon, c'est bien 6 moins 7, et ça fait moins 1. Donc cet oxygène-là, en fait, il est moins 1. C'est un peu logique, on lui a rajouté un électron aussi. Ici, eh bien, sur celui-là, nombre d'électrons de valence, bah, c'est 6, moins dans l'édifice, 2, 4, enfin 2, 4, 6, 7, 6 moins 7, ça fait bien moins 1. Un petit bilan de ça, eh bien, ça fait que vous avez quelque chose comme ceci, O, carbone. Je vous le dessine un peu de façon un peu brutale, comme ceci, pour ne pas parler directement de la géométrie directement. Donc ça, c'est CO3 de moins. CO3 de moins, c'est le l'ion carbonate. D'accord? Est-ce que ça va? Je ne sais pas comment on fait si sélectionner. Alors, si ça va, on va rediscuter maintenant, cette fois-ci, à quoi doit ressembler le code VSEPR de cette petite molécule CO3 de moins. Du coup, son code VSEPR, ça va être combien? Vous pouvez me l'écrire rapidement sur le... que je vois à peu près si vous m'avez trouvé. Les charges formelles, je n'ai pas bien compris. OK. Alors, au niveau du code, pour l'instant, je réponds là, je refais un petit rappel sur les charges formelles. Donc, sur les charges formelles, en fait, vous avez des atomes auxquels on a rajouté des électrons. Donc, il faut essayer d'identifier où est-ce que vous avez les moins. Quand on a dans la formule brute CO3 2-, CO3 2- veut dire que vous avez une charge globale qui est 2-. Mais cette charge, cet ion, elle est souvent portée par un atome spécifique. Donc là, l'objectif est de repérer un petit peu quel est l'atome spécifique qui porte cette charge. Donc pour ça, on regarde en fait le nombre d'électrons de valence. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons qu'on doit toujours avoir autour de soi. Ça, on met en commun, mais on en garde toujours autour de soi. D'accord? Et puis, bah, il faut regarder après le nombre d'électrons. C'est les nombres d'électrons de valence et les nombres d'électrons qu'on a réellement autour de l'atome. Si vous en avez un peu plus qu'autour de l'atome, ça veut dire que vous avez une charge, vous avez des électrons en trop, ou un ou des électrons en trop. Donc, vous avez une charge négative. Si au contraire, il vous en manque, on fera peut-être un cas où il vous en manque, bah, du coup, vous avez une charge positive. Je ne sais pas si on a vu, il y a SO2 à faire dans le truc après. Oh, bah, on verra peut-être avec l'ion ammonium. D'accord? Alors, le code, oui, c'est bon, bravo à ceux qui ont participé, c'est bien AX3. AX3 veut dire en fait que vous avez l'atome central, toujours A, et il y a 3 directions de liaison, donc 3 liaisons, au sens liaison, au sens direction de liaison, donc il est bien AX3. Du coup, s'il est AX3, les angles, les angles sont à 120 degrés, et on a une molécule qui est trigonale, plane. D'accord? Avec quelque chose comme ceci. Voilà. Et avec des angles ici qui sont à 120 degrés. Et quand on avait vu la mésomérie, je sais qu'on l'a fait très rapidement, mais je vous dis, on le refera après. Ce qu'on a vu, c'est que finalement, cette double liaison, elle peut à la fois être ici, mais elle peut aussi être ici, puis du coup, ça, c'est une simple liaison, et aussi être ici, et du coup, ça, c'est une simple liaison. Et de fait, sur ces molécules de carbonate, en fait, toutes les liaisons qu'il y a là ont un caractère de double liaison et un caractère de simple liaison, si vous voulez. Et toutes les charges partielles, toutes les charges, en fait, elles ne sont pas localisées qu'à un endroit, mais elles sont localisées sur les 3 atomes d'oxygène. Et elles sont distribuées comme ça. OK? Bon, si ça c'est bon, je passe à la ligne suivante. La ligne suivante, on va d'abord sélectionner
Attendez, effacer. Pouf. Alors, la ligne, non, pas moi, ligne suivante, il y avait quoi à faire comme molécule? Ammoniac et ion ammonium. Donc, ammoniac, NH3 et ammonium, NH4+. Je vais pas, enfin, NH3, je vous le dis, on le fait comme ça parce que vous l'avez vu, puis je voudrais qu'on aille un petit peu plus vite là-dessus. OK, NH3, c'est ça. D'accord. Son code VSEPR devient AX3E ou E1, peu importe, hein, mais E, voilà, pour indiquer le doublet. Du coup, dans l'espace, ça va être un espèce de tétraèdre comme ceci. Je vais essayer de la représenter un petit peu en crâne. D'accord? Avec une espèce de... c'est les orbitales de P, en fait, avec 2 électrons à l'intérieur comme ceci. D'accord? Et ça fait un espèce de tétraèdre. Là, on a vu ça en cours. Hein. Avec des angles entre les liaisons qui sont à 109 degrés, comme d'un tétraèdre. Mais je vous ai parlé de ça en disant attention, quand on parle de la géométrie, on dit jamais, on prend jamais en compte le fait que vous avez un doublet. Donc du coup, on dit que c'est une géométrie pyramidale. Géométrie pyramidale, pyramide à base triangulaire. OK? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Enfin, je n'ai pas de réponse, mais je vais considérer que ça va. On va passer à NH4+, parce qu'il est intéressant, parce qu'il a une charge de plus. NH4+, mais vous allez voir, ce n'est pas extrêmement différent. Je voudrais le refaire avec mon histoire de charge partielle et puis NV, NO, etc., etc. Alors, le nombre de valences. Le nombre de valences, c'est quoi? L'azote. L'azote, c'est, pardon, Lily, Becht, bien, chez, notre. Notre, c'est le N, hein, 5. Le nombre de valences est à 5. OK? Plus l'hydrogène est un 1 et vous en avez 4. D'accord? Et puis là, il y a une charge plus. Alors, cette fois-ci, c'est un cation. En fait, un cation, soyons clairs, ça veut dire si vous êtes plus 1, ça veut dire que vous avez enlevé un électron. Donc, à un moment ou à un autre, il faut l'enlever, cet électron. Donc là, en fait, on va faire moins 1. Et ça, c'est dû au fait que c'est un cation. Ça va? Le nombre de l'octet, donc vous avez vu, hein, tout à l'heure, c'est un anion. Donc, du moins, je rajoute la charge, j'avais rajouté plus 2. Là, c'est un NH4+, c'est un plus, donc j'enlève la charge, j'enlève un électron. Du coup, je n'ai pas fait le calcul. Alors, 5 plus 4, 9, 9 moins 1, 8. Le nombre de l'octet, donc c'est 8 pour, c'est 8 pour l'azote, et puis c'est 2 pour le... je ne vais pas y arriver, excusez-moi, je vais trop vite. Et c'est 2, c'est le duet pour l'hydrogène. L'hydrogène, vous en avez 4. Donc, vous avez bien 8 plus 2 fois 4, ça fait 16. Le nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, c'est 16 moins 8 divisé par 2. Ça fait 4 liaisons. Le nombre de doublets. Le nombre de doublets, c'est le nombre de valences divisé par 2, moins le nombre de liaisons. 0 doublet. Ça va, ça? Alors, ça encore, c'est toujours pareil, c'est des assez bonnes indications sur comment vous faire les choses.
Alors, comment maintenant on construit les trucs? L'azote, normalement, c'est comme ça. Autour, il faut lui mettre des hydrogènes. Alors, les hydrogènes, ce n'est pas le plus dur, hein. Et puis, on garde en tête, tout à l'heure, je vous ai mis des électrons. Il faudra enlever un électron. Enlever. D'accord? Il faut enlever un électron à l'ensemble. Donc, on garde ça en tête. Alors, on fait les liaisons, il en faut 4. Bon, bah là, c'est pas dur, hein. 1, 2, 3. Mince, on fait comment l'autre? On fait comment l'autre? L'autre, on va faire un truc tout simple, et ça va venir assez vite. C'est de se dire que un doublet, c'est 2 électrons. Donc, on va pouvoir refaire une autre liaison ici. Et puis, puisqu'il faut enlever un électron, on va l'enlever lui. D'accord? Ça va, ça? Du coup, une H4+, ça ressemble à ça. Enfin, c'est pas que ça ressemble, c'est comme ça. En sachant plusieurs choses. D'abord, on n'a plus de doublet. Ah c'est bien parce qu'il ne fallait pas retrouver de doublet. Donc, c'est normal de l'avoir cassé au bout d'un moment. Ensuite, au niveau de la charge formelle, la charge formelle, c'est comment? C'est le nombre d'électrons. C'est dans quel sens? C'est pas vrai, je m'en souviens déjà plus. C'est le nombre d'électrons de valence, d'accord? Donc, le nombre d'électrons de valence de l'azote, c'est combien? C'est 5, moins le nombre d'électrons qu'il y a dans l'édifice. Alors, le nombre d'électrons qu'il y a autour, il y en a 1, 2, 3 et 4. 5 moins 4. Donc, l'azote est plus 1. Et c'est donc bien l'azote qui porte la charge plus 1. Et je vous remercie encore, Anna, de m'avoir soufflé valence. C'est gentil. Ça va, ça? Alors, on fait un petit tour sur la géométrie de NH4+. NH4+, comme ceci. Du coup, son code VSEPR, c'est quoi? Tant que je reprenne une gorgée, vous avez le temps de taper. AX4. Bon, j'ai plusieurs avec AX4. Bravo. Là, il n'y a plus de doublet, donc c'est très simple. AX4, le plus est là. Et puis, du coup, si c'est AX4, vous avez un joli tétraèdre, comme le carbone, exactement pareil, comme le carbone, avec, je le représente déjà en crâne, un hydrogène devant, un hydrogène derrière. Les deux autres sont dans le même plan et des angles, bien sûr, qui sont à 109 degrés. Alors là, du coup, comme dans le cadre du CH4, on est dans une géométrie de type tétraèdre. Ça va? Est-ce que ça va là-dessus? Si ça va, on va passer à l'autre qui n'est pas simple. Alors, on commence à voir après les nitrites. Comment ça se fait que ça ne marche pas, ça? J'efface mon tableau. Hop là, attendez, j'arrive. Je dois avoir. C'est pas possible, j'ai effacé. Bref. Excusez-moi. Alors, le premier, c'est NO2-. Alors, l'ion nitrite, NO2-. Alors, sur tout ce qui est azote, etc., ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Moi, je vous conseille vraiment de faire la méthode. Je sais que des fois, c'est un peu compliqué, mais la méthode est plutôt pas mal, surtout sur ces systèmes-là. Alors, l'azote, Lily bec bien chez notre oncle Fernand. L'azote est à 5 en valence. L'oxygène est à 6. Il y a 2 oxygènes.
Et puis, il y a une charge moins. Donc, il faut rajouter un plus 1. D'accord? Tout ça fait 18. Ça va, ça? Le nombre d'octets. Le nombre d'octets, l'azote, c'est 8. Et puis, l'oxygène, c'est aussi 8. Et comme il y en a deux, en fait, c'est 3 fois 8. 3 fois 8, 24. OK? Alors, on va voir notre nombre de liaisons. Alors ça va être un bon indicateur. Le nombre de liaisons, c'est 24 moins 18 divisé par 2. 24 moins 18, ça fait combien, ça? 24 moins 18, ça fait 6. 6 divisé par 2, ça fait 3 liaisons. OK. Ensuite, le nombre de doublets libres. Le nombre de doublets libres, c'est le nombre de valences, 18, divisé par 2. 18 divisé par 2, ça fait 9, moins le nombre de liaisons, 3, 6 doublets. Alors là, déjà, on a un premier point à avoir qui est déjà pas si mal que ça, dans le sens où il va falloir replacer ça en sachant que j'ai 3 liaisons et 6 doublets, à un moment ou à un autre. Donc, on commence NO2, on commence à placer l'azote, comme ceci. Voilà. On va mettre un oxygène à gauche. Et puis, on va mettre un oxygène à droite. Ou l'inverse, excusez-moi, je ne suis pas dans un miroir. Comme ceci. Plus, attention à ne pas l'oublier, on a une charge moins, il faut mettre un électron après, en plus. Bon, on commence les liaisons. Il est assez simple de faire une liaison avec l'atome de droite et une liaison avec l'atome de gauche. J'ai fait 2 liaisons. Il m'en manque une. On va faire une autre liaison comme ceci. Là, j'ai 3 liaisons. Alors, on compte un petit peu aussi les doublets. 1 doublet, 2 doublets, 3 doublets, 4 doublets, 5 doublets. Ah, c'est embêtant, ça, il en faudra 6. Mais on n'a pas fini les trucs, il faut rajouter un électron. Si on rajoute cet électron ici, on va former notre 6e doublet. OK? Donc, le bilan de ça, c'est oxygène, azote, comme ceci. Ici, on a un doublet, 2 doublets, et ici, on a 3 doublets. On calcule maintenant la charge formelle. La charge formelle de cet atome-là, eh bien, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons de valence. Donc, ici, il y en a combien? Le nombre d'électrons de valence pour l'oxygène, c'est 6, moins ce qu'il y a dans l'édifice. Dans l'édifice, 2, 4, 6. 6 moins 6, ça fait 0. Pas de charge. La charge formelle de l'azote ici, eh bien, son nombre de valence, c'est 5, moins 2, 3, 4, 5. 5 moins 5, c'est 0. La charge formelle d'ici, on va tous espérer de la trouver à moins 1. Le nombre d'électrons de valence, c'est 6, moins le nombre d'électrons qu'il y a dans l'édifice. C'est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 moins 7, ça fait moins 1. Donc ici, il y a bien une charge moins 1 dans ce cadre-là. Ça va? Allez, je passe en bleu pour changer de couleur. Je fais un petit peu le bilan. NO2. On a bien une charge négative, on a bien 3 liaisons, on a bien 6 doublets. C'est déjà pas mal. D'accord? Son code VSEPR, du coup, il va être AX de chaque côté, AX2E. Pourquoi? Parce qu'il a bien un doublet. AX2E, c'est quoi comme géométrie? Ça va être une géométrie trigonale. Trigonale plane. À savoir, vous allez avoir des angles à 120 degrés dans ce cadre-là. Parce que le doublet rentre là-dedans. Et donc, vous avez une géométrie trigonale plane.
Alors, pareil, hein, vous les reprenez chez vous, vous essayez de les refaire et de les retrouver. Je ne vais pas vous cacher que ce soit, alors pas pour le partiel, enfin pas pour l'interro de vendredi prochain, évidemment, mais quand on va faire une interro ensemble, parce qu'après, il faudra qu'on fasse une interro ensemble aussi. Quand on va faire une interro ensemble, je vous en poserai des questions comme ça. À un moment ou à un autre, je vous en poserai des questions comme ça. Et je pense sincèrement, je ne vais pas vous demander le CH4. D'accord? Donc, je risque de vous demander des choses comme ça. C'est bon? Donc, on s'entraîne. Voilà, on s'entraîne à les refaire. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas à les faire. Je passe l'autre atome, c'était le nitrate, NO3-. Je peux effacer? En même temps, vous l'avez en vidéo, hein, normalement. Boum. Alors, le nitrate NO3-. OK, c'est bien ça, hein? Nitrate. On refait la même chose. Alors, le nombre de valences. Pourquoi on refait la même chose? Donc, azote, 5, oxygène, 3 fois 6, d'accord, plus 1. Ça fait combien, ça? Ça fait 24. 3 fois 6, 18. 18 plus 6, ça fait 24. Le nombre de l'octet, eh bien, c'est 8 plus, ça c'est l'azote, 8 fois 3, 32. Le nombre de liaisons. Alors, il y a combien de liaisons là-dedans? 32 moins 24. 32 moins 24 divisé par 2. 32 moins 24, ça fait 8. 8 divisé par 2, ça fait 4 liaisons. Le nombre de doublets. Alors, le nombre de doublets, pardon, c'est 24 divisé par 2, c'est-à-dire 12, moins 4. On doit se retrouver avec 8 doublets. Ce qui commence à être pas mal. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on fait. On doit avoir un azote qui est comme ceci, selon Lewis. On doit avoir un oxygène, comme ça, comme ça. On doit avoir un autre oxygène, comme ça et comme ça. Je le représente un peu pareil. Hein. On est bien dans un NO3 comme ceci. Plus, passe en rouge, enfin non, plus un électron. On n'oublie pas hein, cet électron qu'on doit avoir. Ça va? Bon, je passe en rouge pour faire les liaisons. On a combien de liaisons à faire? 4. On en fait déjà une, on en fait déjà 2, on en fait 3. Ah, là, pour en faire 4, ça va être un petit peu problématique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un truc ici, un autre truc ici, et on va faire 4 ici. D'accord? Excusez-moi, j'ai un appel. Ah. J'en viens. Une seconde. Bon, pour faire ma liaison, je n'ai pas tellement le choix. Je suis obligé, on le voit ici, je suis obligé de casser mon doublet et d'avoir un moins ici. D'accord? OK. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir créer dans ce cadre-là? Ah.
Alors, je reviens. Donc, si je reprends le truc, je me retrouve dans la situation où j'ai 3 liaisons et j'ai un électron qui va rester tout seul. Alors, on va pouvoir l'apparier après, mais on va se retrouver dans une situation complexe parce qu'il va y avoir encore 2 autres électrons ici. La possibilité qu'il va y avoir, qui va être plus simple, je reviens, j'enlève ma liaison ici, j'enlève mon doublet, comme, mais je ne vais pas y arriver, pardon. C'est que finalement, bon, on va le faire quand même comme ceci. Bon, je vais faire ma double liaison comme ça. Pardon. Je vais faire ma double liaison comme ça. On va faire un point d'étape avec finalement l'azote, encore un point, une double liaison avec un oxygène, il y a 2 doublets, une simple liaison avec un oxygène, là qui reste encore un point, une autre liaison avec l'oxygène comme ceci, où il reste encore un point. D'accord? Alors, que va-t-il se passer derrière? Si on regarde un petit peu mes nombres de doublets, on va se retrouver dans une situation un petit peu complexe où vous allez avoir finalement, normalement, là j'ai mes 4 liaisons, mais il me faut 8 doublets. Donc ici, j'en ai 1 doublet, 2 doublets, 3 doublets, 4 doublets, 5 doublets, 6 doublets. D'accord? Il m'en faut 8. Il y a encore un électron. Bon, bah, on va lui attribuer quelque chose, l'électron. Mettons-le ici. Si je le mets ici, l'envers, je vais avoir rajouté mon 7e doublet. Mais en mettant mon 7e doublet, il me manque un doublet et puis 2 électrons qui sont positionnés ici. Donc en fait, la seule solution qu'il y a, c'est que cet électron-là, il soit donné à cet atome ici. Et donc dans ce cadre-là, vous allez avoir la situation suivante où vous avez 6 doublets, 4 liaisons, dont un électron, on va comprendre après pourquoi quand on va calculer les charges, qui est parti de l'atome d'azote vers l'atome d'oxygène ici. Et là, vous avez bien 4 liaisons et vous avez également 8 doublets. Est-ce que ça va ou pas? Alors là, on a fait un truc qu'on n'a pas fait sur les autres situations, je vous le dis tout de suite. On a fait quelque chose qu'on n'avait pas fait, qui est quand même à revoir, c'est que finalement, on a fait voyager un électron d'un atome à un autre atome. Évidemment, et c'est tout le problème qu'on a avec l'azote, et si vous regardez comment s'appelle le cours, vous verrez que dans l'azote, effectivement, on a des situations un petit peu particulières comme ceci, où on a le fait qu'on peut avoir bien finalement 3, 4, 5 liaisons au niveau de l'azote, et c'est un petit peu particulier. Ici, on a tout mis, c'est-à-dire qu'on a bien 4 liaisons, 8 doublets. Il faut qu'on regarde maintenant les charges formelles et qu'on regarde que l'ensemble, et nos 3 moins, eh ben, ça fait bien, finalement, ça fait bien une charge moins en global. On regarde un petit peu la charge globale de ça, la charge formelle de ça. La charge formelle de ça, c'est le nombre d'électrons de valence, 6 pour l'oxygène, moins le nombre d'électrons qui sont attribués dans le système. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 0. On prend cet oxygène-là, sa charge formelle, eh bien, elle est de 6, moins combien? Eh bien, le nombre d'électrons que vous avez, eh bien, il y a toujours 2 dans un doublet, 2, 4, 6 et 1, 7. Moins 1. La charge formelle de cet oxygène-là, donc plutôt pas mal de retrouver un moins 1, eh bien, elle est de 6 moins le nombre d'électrons qu'il y a autour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 également. Ah, ça fait 2 fois moins 1. Regardons maintenant le dernier atome qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire l'atome d'azote. Alors, le nombre d'électrons de valence de l'azote, 5.
moins le nombre d'électrons attribués dans l'édifice. Donc, 1 ici, 2 ici, 3 ici, 4 ici. 5 moins 4, plus 1. Alors, c'est là où il y a le côté un petit peu facétieux. On va refaire, je passe en bleu pour faire le bilan du truc. Vous avez finalement N, O, 4 liaisons, 8 doublets, une charge moins ici, une charge moins ici, une charge plus, une charge plus ici. Et au global, eh bien, 2 moins et 1 plus 1, eh bien, ça fait un seul moins. Donc, la tête de l'ion nitrate, en fait, c'est ça. La tête de l'ion nitrate, c'est ça, c'est HNO3, pardon, c'est NO3, avec l'azote qui est plus et 2 charges moins et non pas une seule charge moins. Tout le problème, en fait, étant d'une charge partielle, enfin d'une charge globale et d'une représentation globale, elle n'est pas forcément évidente à vous. Est-ce que ça va? Si vous pouviez me dire ça va, ça m'arrangerait, ou ça ne va pas. Plus on est un petit comité, hein, vous pouvez aussi prendre la parole, parce que je sais que vous avez des micros aussi, comme des caméras, mais bon, je comprends votre timidité. Allez, son code VSEPR, un coup que c'est fait. Le code VSEPR de l'azote qui est ici, si je vous dis qu'il est AX3, notamment, on voit bien, il y a une liaison, 2 liaisons, même si c'est une double, 3 liaisons, et il n'y a pas de doublet. Donc, c'est AX3. Si c'est AX3, eh bien, c'est des angles à 120 degrés, et c'est une molécule trigonale plane. Plane, ça veut dire que les 4 atomes sont dans le même plan, avec l'azote au milieu. Alors, je ne mets pas les doublets exprès, et le plus ici. Et des angles à 120 degrés, un peu comme dans les alcènes. Ça va? Alors, ensuite, on avait à faire quoi? HNO2, HNO3? Ah non, HNO3. Alors, HNO3, vous voyez le truc, je vous dis sincèrement, ce n'est pas bien difficile HNO3. Je vais vous laisser le refaire. En fait, ça va être tout simple. H, O, N, O, comme ceci. Avec un moins ici. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ou pas? Vous me dites. C'est parti. Allez, HNO3. Poum. HNO3. On va le faire toujours avec ma formule. Alors, le nombre de valences, enfin ma formule, bref, 5 pour l'azote, 6 fois 3 pour l'oxygène, plus 1 pour l'hydrogène. D'accord? Donc, ça fait un total de 24. 5 plus 6 fois 3, 18, 19 et 5, 24. Le nombre de l'octet. Alors, H2, azote 8 et oxygène 8 fois 3. En fait, ça nous fait du 8 fois 3, combien ça, 8 fois 3, 24. 24 plus 10, ça fait 34. Le nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, c'est donc 34 moins 24 divisé par 2. C'est-à-dire 10 divisé par 2, 5 liaisons. Le nombre de doublets libres, c'est donc 24 divisé par 2, moins 5. 24 divisé par 2, ça fait 12. 12 moins 5, ça fait 7 doublets.
Je vous dis encore, tout ça, ça vous aide assez souvent. Ça vous aide à vous placer en fait et à comprendre comment on positionne l'ensemble des choses. Alors maintenant, on fait ce fameux Lewis. Donc ce fameux Lewis, l'azote, comme ceci. L'oxygène. L'oxygène comme ceci. Un autre oxygène. Et puis, j'ai un hydrogène aussi à connecter quelque part. On va le mettre ici. Alors, commencez déjà par connecter, pas l'hydrogène en premier, d'accord? Parce que l'hydrogène en premier, l'hydrogène, en fait, vous allez voir, il faut le faire, mais il va prendre une valence, il va prendre une liaison et c'est tout. Alors, on commence. Je passe en rouge. Allez, il faut déjà, quoi qu'il arrive, il faut qu'on connecte l'oxygène avec l'azote. Ça comme ceci, ça comme ceci. J'ai fait déjà 3 liaisons. Bon, l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, on peut réfléchir à plein de choses, etc. Mais en fait, on va le connecter, par exemple, ici avec l'oxygène. OK? Bon, c'est bien gentil, faisant ça. Il nous faut une autre liaison, parce que finalement, 1, 2, 3, 4, il va bien nous falloir une autre liaison. Et donc, on va casser notre doublet. Boum. Pardon. On va cette fois-ci casser notre doublet pour faire une autre liaison avec un oxygène ici. D'accord? Et puis, finalement, il nous reste un électron qui est tout seul ici et un électron qui est tout seul ici. On compte, c'est un peu bizarre, on compte combien on a de doublets. Combien on a de doublets? Finalement, il y en a 1 ici, 2 ici, 3 ici, 4 ici, 5 ici, 7 ici, 6 ici, pardon, 6. Et il nous en faut 7. Il nous en manque un. La seule solution qu'on a, c'est de transférer cet électron ici. Dès lors, on a cette situation. On va peut-être pouvoir prendre un petit peu de temps pour décrire. Comme ceci. D'accord? On fait le bilan. On a 1, 2, 3, 4, 5 liaisons. C'est ce qu'il fallait trouver. Et on a 3 doublets, 5 doublets, 7 doublets. C'est ce qu'il fallait trouver. Pas de charge à placer, il n'y a pas de problème. On va quand même regarder un petit peu cette histoire de charge formelle parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. D'abord, un truc comme ça, c'est un peu bizarre, mais on va justement lui regarder un petit peu sa charge formelle sur cet oxygène. Donc, vous avez le nombre de valences de l'oxygène 6, moins combien il y en a ici? 3 doublets, donc 2, 4, 6, plus 1, 7. L'oxygène ici, il est moins 1. Bon, celui-là, si vous faites la charge formelle, donc c'est bien 6 moins 6, ça fait 0. Donc 2, 4, et puis 1 et 2, ça fait 6. Cet oxygène qui est là, sa charge formelle, eh bien, c'est 6 moins 2, 4, 5, 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et donc, cet azote ici, sa charge formelle, elle est de l'azote, sa valence, c'est 5, moins, combien il y en a autour de lui? 1, 2, 3, 4. Ah, 5 moins 4, ça fait plus 1. Donc, dans l'acide nitrique, eh bien, vous avez l'azote qui est à plus 1 et un oxygène qui est moins. Et vous avez un OH. Dans le bilan, eh bien, vous avez bien l'ensemble des choses qui sont données. Je vais le redessiner s'il faut, ce n'est pas très grave. Comme ceci. Et comme ceci, avec un moins ici et un plus ici. Si on regarde le bilan, il y a un plus, un moins, ça fait 0, donc on ne fait pas apparaître de charge globale sur la molécule. On va s'intéresser, ça va ou pas?
un petit peu de VSEPR. Cet atome d'azote, eh bien, il a une direction de liaison, deux directions de liaison, trois directions de liaison. Il est AX3. Et puis, il n'a pas de doublet. Voilà. Alors, un atome qui est central aussi, catif, on va revenir un petit peu au même cas du méthanol, c'est cet atome d'oxygène, parce que lui, finalement, il est A, entouré de deux liaisons, et il a également deux doublets. Maintenant, si je fais mon schéma, vous allez voir que vous allez avoir votre azote comme ceci, l'oxygène. Donc, je vais le dessiner comme un X3, c'est-à-dire trigonal plan, avec un angle à 120 degrés ici. Et ici, eh bien, je vais avoir un angle, cette fois-ci, à 109 degrés, avec ce doublet à ces deux doublets ici. Au niveau géométrie, cette partie-là va être coudée, tandis que cette partie-là sera trigonale plane. Ça va? Bon, on commence à toucher à des choses qui sont... voilà, là, on touche à des choses difficiles. Alors, en fait, au bout d'un moment, l'acide nitrique, on le retrouve, hein, donc ce n'est pas très, très dur. Et c'est pour ça que je voulais aller vite, parce qu'à HNO3, en fait, c'est rajouter un hydrogène. Mais bon, je comprends, autant le refaire, vous avez raison, c'est pas plus mal. Allez, je n'ai pas de récrimination forte, donc je me permets de tout effacer. Comment on l'écrit? Ah non, alors on ne l'écrit pas, je vous explique. Au bout d'un moment, dans une molécule, quand elle commence à être complexe, on ne va pas écrire c'est une molécule trigonale plane coudée, puisque ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, en fait, au bout d'un moment, on va arrêter cette représentation des molécules comme ça, et on dira plutôt que ce groupement-là, cette partie-là, va être trigonale plane, et l'autre partie va être coudée. D'accord? Mais la molécule, elle n'a pas de forme globale, on ne peut plus la décrire comme ça. Et c'est pareil, vous imaginez bien, sur les molécules beaucoup plus complexes, plus grandes, on ne va pas commencer à leur donner des noms de composition à chaque fois. Allez, il en restait un dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est le cyanure. C'est l'ion cyanure. Alors, l'ion cyanure, on a dit Cn-. OK? Alors, pareil, on va faire les choses simples. Le nombre de valences, le carbone, c'est 4. L'azote, c'est 5, plus 1 qui vient de cette charge ici, parce que c'est un anion. OK? Bon, ça fait 10. Hein. Le nombre de octets, l'avantage aussi de faire ça, c'est 8 plus 8. 8 plus 8, ça fait 16. Alors, le nombre de liaisons. Le nombre de liaisons, c'est 16 moins 10 divisé par 2, ça fait donc 6 divisé par 2. Il y a 3 liaisons. Et enfin, le nombre de doublets. Eh bien, le nombre de doublets, c'est le nombre de valences. 10 divisé par 2, donc 5, moins les 3 liaisons que vous avez, eh bien, c'est 2 doublets. C'est là où, je vous assure, c'est là où mon truc vous allez dire, ouais, c'est H4, c'est bon, je connecte les atomes. Ça, c'est ce qu'on vous a fait faire au lycée. Mais évidemment, le problème qu'il y a, c'est que sur l'acide nitrique, on ne vous l'a pas fait au lycée. Hein, donc, pareil, sur le nitrate, le nitrite et tout ça, on ne vous l'a pas fait. Pourquoi on ne vous l'a pas fait? Parce qu'on sait que ça commence à être compliqué. L'avantage de cette méthode, c'est que vous avez quand même des informations qui sont fortes avec le nombre de liaisons et le nombre de doublets. Parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir placer ça. Alors, on place les choses. Donc, le carbone, ça n'a pas changé, hein, c'est comme ça. Et puis, vous avez un azote qui est comme ceci. Et puis, vous avez, il ne faut pas oublier, vous avez un électron à placer.
D'accord? Alors, maintenant, on fait… Vous vous souvenez les jeux qu'on fait où il faut connecter les chiffres avec les chiffres? Enfin, je ne sais pas si vous jouez à ça sur la plage. Quand on n'a rien à faire, on fait ce genre de truc. Bon, là, il y a 3 liaisons. Il n'y a que 2 atomes. Bon, ce n'est pas méga compliqué, hein. Allez, on connecte 1, 2, 3 liaisons. On arrive à cette situation-là. D'accord? En comptant un petit peu avec, du coup, il nous reste un petit point ici. Et, pardon, vous avez un doublet. Bon, il en faut combien des doublets? Donc, on a 3 liaisons, un doublet. On a bien 3 liaisons, mais il nous faut 2 doublets. Et puis, autre chose, il faut qu'on rajoute un électron ici. L'électron, on va le mettre là, de façon à créer un deuxième doublet ici. Et donc, on arrive à cette situation-là. C'est N, comme ceci, et un doublet sur le carbone. Alors, le doublet sur le carbone, ce n'est pas classique. Ça commence à être pas classique. On regarde un petit peu les charges formelles. La charge formelle de l'azote, c'est le nombre d'électrons, enfin le nombre d'électrons de valence, 5, moins combien il y en a dans l'édifice. Dans l'édifice, vous en avez 1, 2, 3, plus le doublet, 5. 5 moins 5, ça fait 0. La charge formelle du carbone, ici, eh bien, le carbone, 4. Et il y en a combien autour de lui? 1, 2, 3, 4, 5. 4 moins 5, eh bien, c'est le carbone qui est moins 1. Et ce n'est pas l'azote. Et donc, vous avez un moins 1 ici. L'avantage de ces représentations-là, c'est qu'on arrive à retrouver vraiment la structure et on arrive surtout à vous dire, dans le système, dans l'oxygène, eh bien, vous avez… pardon, dans l'oxygène, sur le point de vue, eh bien, vous avez le carbone qui se positionne et c'est le carbone qui a une charge négative. D'accord? Quand on veut tuer quelqu'un, il est reparti dans le glauque, M. Barbeau. En fait, dans les globules rouges, vous avez des groupements qu'on appelle des M. Alors, je ne veux pas vous les dessiner, hein, mais c'est des aromatiques, des molécules aromatiques avec un fer qui est à l'intérieur, qui est un fer de plus, une molécule organique plane, comme ça. Et puis, normalement, lui arrive dessus le dioxygène. Et puis, le dioxygène, en fait, il fait une interaction. Alors, il n'y a pas de moment dipolaire, mais il y a un moment dipolaire induit. Vous avez vu comment je raccroche des trucs. Et bon, il fait une interaction entre le fer et l'oxygène. Et c'est ça qui fait tenir l'oxygène au sein des globules rouges. Alors, évidemment, hein, ça fonctionne bien. Et puis, comme il faut à un moment ou à un autre dégager l'oxygène, c'est une interaction qui est assez faible. Par contre, si derrière, vous lui mettez un C-, comme ceci, c'est lui qui va interagir fortement et beaucoup plus fortement avec le fer. Et puis, du coup, il va vous coincer le fer du globule rouge. Et donc, c'est comme ça qu'on tue les gens. En fait, quand on fait avaler, quand on empoisonne quelqu'un avec, j'ai peut-être pas bien décidé mon carbone, avec du cyanure, comme ça, quand on empoisonne quelqu'un avec du cyanure, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais en fait, vous l'étouffez. Bizarre, hein? Il y a des cours de chimie aussi sur comment tuer les gens. Non, j'exagère, mais il y a des cours sur les poisons, évidemment, qui existent. Ça va, ça? Est-ce qu'il faut qu'on fasse le VSEPR? Alors, je vais répondre à ma propre question. VSEPR, on ne va pas le faire. Parce que vous n'avez que 2 atomes. 2 atomes, pas de VSEPR. Il n'y a pas d'atome central. C'est pour ça qu'on ne fait pas le VSEPR. Il n'y a pas d'atome central, hein, la molécule, c'est une ligne. C'est tout simple. À partir du moment où vous avez 2 atomes, ça peut être qu'une ligne. 3 atomes, il y a une question, c'est quel est l'angle que vous allez avoir. Mais 2 atomes, voilà, il n'y a pas de question à se poser. OK? Donc, il n'y a pas de VSEPR pour le cyanure. Ça va, ça?
Allez, on passe à un truc différent. On va passer à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, la molécule de fluorure d'hydrogène présente un moment dipolaire à 1,82. Et là, vous dites, oh, c'est pas vrai, du moment dipolaire. Bref, la longueur de la liaison HF est de 92 picomètres. Représenter la structure de Lewis de cette molécule. Bon, on va commencer par ça. HF. Je vais passer en noir, pardon. HF. HF, vous avez le nombre de valences. Le nombre de valences du fluor, c'est combien? Le nombre de valences du fluor, il faut compter. Hein. Alors, Lily becte bien chez notre oncle Fernand Nestor. Donc, c'est Fernand. 7. Plus 1, cette fois-ci pour l'hydrogène, ça fait 8. Pourquoi il n'y a pas de VSEPR pour le cyanure? Alors, il n'y a pas de VSEPR pour le cyanure parce que, en fait, le cyanure, il n'y a que 2 atomes. Il n'y a pas de géométrie différente dès que vous avez que 2 atomes. Il n'y a pas d'angle à partir du moment où vous avez que 2 atomes. C'est linéaire pour tout x égale 1. Ouais, en fait, il n'y a pas de code. Il n'y a carrément pas de code VSEPR. Il n'y a pas de code VSEPR tout court, en fait. C'est une molécule linéaire, quoi qu'il arrive. À partir du moment où vous êtes 2 atomes, c'est que linéaire. C'est bon? Allez, je suis chaud sur le nombre de valences. On part sur le nombre d'octets. Donc, F, pardon, c'est 8. H, c'est 2. Ça fait 10. Allez, le nombre de liaisons. Eh bien, 10 moins 8 divisé par 2, une liaison. Bon, HF, ça, c'est pas très dur. Hein. Et le nombre de doublets, eh bien, le nombre de doublets, c'est 8 divisé par 2 moins 1, c'est 3 doublets. C'est vraiment, là, pour le coup, ce n'est pas des molécules particulièrement compliquées, mais comme on vous demandait la représentation de Lewis, là, voilà, HF ici. OK? C'était la première question. L'acide fluorhydrique, vous vous souvenez, je vous en ai parlé en cours, c'est un acide très fort, hein, parce que le fluor, c'est un atome qui est très électronégatif. Vous savez, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ça, même le vert, ça le traverse. OK? Alors, là, vous voyez mon cours là, au fait, ou vous ne le voyez pas, là, le truc, là, construire le diagramme OM de HF. Vous voyez ça ou pas? Non? On ne va pas le faire, parce que normalement, ce n'est pas dans le cours, donc c'est encore un truc qu'on aurait dû zapper. On a oublié de le zapper. Donc, le diagramme d'orbital moléculaire de HF, je ne veux pas, parce qu'on fait juste les homonucléaires. Alors, si vous voulez vraiment le voir, vous le regardez, il est dans le cours. Je l'ai mis, mais c'est histoire de le mettre. D'accord? Donc, on le laisse tomber. Calculer le moment dipolaire, ça c'est plus intéressant, qu'aurait cette liaison avec une liaison totalement ionique et en déduire le caractère ionique partiel de la molécule HF. Là, c'est beaucoup plus intéressant et on reprend ça. Alors, on reprend ça avec d'abord la définition du moment dipolaire. C'est le C. Alors, le moment dipolaire, d'abord, on va le définir qui va du moins au plus. D'accord? C'est un espèce de vecteur. Donc, dans notre cas, le moins, bon, j'espère que vous le savez, c'est quand même le fluor. Du coup, l'hydrogène, lui, il est delta plus. Et donc, notre joli vecteur, il va du moins vers le plus et il suit la liaison comme ceci. Donc, c'est un sigle micro, ce n'est pas un U, hein, c'est un sigle micro comme ceci qui correspond au moment dipolaire. Sa formule, la formule du moment dipolaire, c'est delta fois D. Alors, c'est quoi delta? Delta, c'est une valeur, c'est la charge partielle. D, c'est quoi? C'est une distance. Et alors, je suis sûr que vous êtes des matheux accomplis et vous vous dites, ben non, monsieur, vous avez tort, parce que
Un vecteur ne peut pas être égal à une seule valeur. Donc, pour ça, on le multiplie par U, qu'est-ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Vous avez vu ça en maths, non? Les vecteurs unitaires. Rassurez-moi. Ouais, non? Non. Ça ne vous aurait pas gêné que j'émette un vecteur qui est égal à gamma fois d, simplement. À delta fois d. Non, ça ne vous aurait vraiment pas gêné. Bon, un vecteur unitaire, c'est pour donner une direction. En fait, c'est vraiment des maths de base. Ouais, j'en suis désolé. Bon, les vecteurs, ce qui nous intéressera surtout, c'est la norme du vecteur. Ça vous rappelle quelque chose, ça, ou pas? Bah, dites que vous m'avez. Enfin, si vous ne l'avez pas vu en maths, vous me dites, hein, mais ça me fait peur. Normalement, vous avez vu ça, quoi. Cette représentation-là. Ouais. Personne ne répond, donc je vais prendre dans l'idée que c'est ça. Et l'unité, c'est des coulombs fois des mètres. Delta, donc c'est de la charge, des coulombs, et M, c'est des mètres. D'accord? Mais il existe une autre unité, c'est le debye. D et 1 debye, eh bien, c'est 3,336 10 moins 30 coulomb-mètre. OK? Alors, je vous renvoie au cours, hein, parce qu'on a vu ça en cours. Puis en plus, avec moi, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas fait, parce que c'était avec moi. Ça va? Donc ça, c'est la définition. Alors, le vecteur unitaire, vous ne posez pas la tête, en fait. C'est juste, c'est un vecteur, il ne rentre pas dans les calculs, vous pouvez l'oublier directement. OK? On doit apprendre toutes les constantes du cours. Alors, j'ai dû en mettre un bon paquet, donc normalement, je vous ai dit, hein, ce que je veux que vous reteniez, la constante de Planck, la constante de la charge, 1,6 10-19. En fait, toutes celles que je connais moi, déjà, il faut la connaître. Donc, la constante de Planck, 6,62 10-34. La constante de la vitesse de la lumière, normalement, je vous la donne à chaque fois. La constante de l'électronvolt, du passage de l'électronvolt, donc la charge de l'électron, c'est 1,6 10-19. Ça, c'est à connaître. Et puis, pour répondre pour le Debye, ouais, je veux bien que vous le connaissiez. Ouais. Après, les masses de l'électron, du proton, du neutron, tout ça, on oublie. OK? Alors, reprenons l'exercice un petit peu, parce que là, c'est la démonstration des choses. Il y a la question, on vous le demande, c'est calculer le moment dipolaire qu'aurait cette molécule avec une liaison totalement ionique. Alors, si liaison ionique. Si liaison ionique, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez H plus F moins, et avec cette liaison-là. OK? Si la liaison est ionique, on a H plus, F moins. Du coup, le moment dipolaire, en norme, mu, il serait égal à combien? Il serait égal à 1 fois, enfin, un électron, pardon, fois la distance ici. Dans ce cadre-là, la charge partielle, c'est un électron, delta ici. Est-ce que ça, vous comprenez? C'est le seul truc à comprendre, en fait. Après, le reste, vous allez voir, c'est très simple. Si la liaison est totalement ionique, alors ça veut dire que vous avez un plus, un électron en moins ici et un électron en plus ici. Donc, le delta, c'est plus 1.
en fait, ici. C'est pas un... Quand on dit delta sur l'oxygène, qu'on dit c'est delta moins, c'est moins de 1 à chaque fois. Ça va? Donc ici, ça serait directement 1. Donc la charge, ce n'est pas dur, ça serait un électron. Il y a un électron qui sépare ces deux-là en charge. C'est bon? Du coup, le moment dipolaire, il est à 1, 6, 10 moins 19, ça c'est la charge d'un électron, fois la distance entre les deux atomes, ici, qui est de 92, 10 moins 12 mètres. Pourquoi? Parce que PM, c'est picomètre. Est-ce que ça va encore? Vous pouvez me dire oui, non? OK. Donc, on fait le calcul. Alors là, je vous dis, il faut une calculatrice, parce que moi, de tête, je n'arrive pas. Et j'arrive à 1,472, 10 moins combien? 29 coulombs mètres. Bon, on vous a donné une valeur dans l'exercice. On vous dit que le moment dipolaire, il est à 1,82 de Baye. Donc, moment dipolaire réel, il est à 1,82 de Baye. Il serait bien de transformer au moins ça en 2 Baye. D'accord? Pour le transformer en 2 Baye, vous prenez la valeur que vous avez, 1,472, 10 moins 29 coulombs-mètres, et vous la divisez par 3,336, 10 moins 30. Et vous allez nous trouver comme ça une valeur en 2 Baye, qui doit être de, alors j'ai fait le calcul avant, de 4,42 de Baye. Donc ça, j'ai oublié de vous écrire des petits trucs. Ça, c'est si c'est un ion. Et ça, c'est si c'est un ion. D'accord? En d'autres termes, le moment dipolaire, si c'est un ion, c'est 4,42 de Baye. Ce qui va être intéressant à faire, c'est dans la suite. Donc, c'est calculer le moment dipolaire qu'aurait cette molécule avec une liaison totalement ionique. Et ça, c'est fait, 4,42. Et en déduire le caractère ionique partiel de la liaison HF. Alors, je peux peut-être effacer des parties, si ça ne vous dérange pas, notamment la partie ici, là, pour parler un petit peu de... Hop là. Là, je ne sais pas si ça marche. Je vais décaler un petit peu ça pour me laisser un petit peu d'espace. Je reprends ici. D'accord? Je reprends toujours ici. Maintenant qu'on a le moment dipolaire, si c'est ionique, on a le moment dipolaire réel, on peut déterminer le caractère ionique partiel. Caractère ionique partiel. Alors, le caractère ionique partiel, c'est ça qu'on vous demande. Le caractère ionique partiel, en fait, d'une molécule, c'est son moment dipolaire réel divisé par son moment dipolaire s'il était ionique, et le tout multiplié par 100 pour avoir des pourcentages. OK? De fait, le caractère ionique partiel de la molécule de HF, c'est son moment dipolaire réel, ce qu'on arrive à mesurer, 1,82, divisé par qu'est-ce qu'on aurait si la molécule était complètement ionique,
4,42, ça c'est ce qu'on a calculé, multiplié par 100, et ça vous fait un 41% d'ionicité. Le caractère ionique partiel, c'est CIP pour caractère ionique partiel. Ça va, ça? Alors, les exos qu'on va vous montrer dans ce genre de choses, ça sera souvent un petit peu soit déterminer le caractère ionique partiel, soit faire des sommes vectorielles, comme on va faire un petit peu après. Est-ce que ça va? Vous pouvez me mettre un oui pour le ça va? Ou alors vous n'avez pas envie, ouais. Bon, on passe. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres molécules sur HF. On va passer à l'exercice 5. Et là, on va prendre un petit peu de temps, quitte à y revenir la semaine prochaine. Donc, l'exercice 5, représenter la structure de Lewis et la géométrie de la molécule d'eau H2O. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller vite. Dans le cadre strict de la VSEPR, le moment... il y a un point qui manque. Bref, représenter la structure de Lewis et la géométrie de la molécule d'eau dans le cadre strict de la VSEPR. Le moment dipolaire d'une liaison OH vaut 1,51 de Baye. Calculer la valeur du moment dipolaire de la molécule d'eau ainsi modélisée. Sachant que la valeur expérimentale est à 1,84, quelle est la valeur de l'angle HOH conduisant à ce moment dipolaire? Donc là, vous avez des informations qui vous sont données. Donc le moment, la conversion avec le Debye, vous avez la charge de l'électron et vous avez la distance O entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène. C'est un exercice qui est assez intéressant. On commence par un truc tout simple. On va franchement, là, par contre, je vais vite. Donc, H2O, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà. Avec ici un code VSEPR qui sera AX2E2, des angles à 109 degrés, d'accord, et une molécule coudée. Est-ce que j'ai besoin de réexpliquer ça, oui ou non? Vous me dites oui, vous me dites non. Bon, pour tout vous dire, je n'ai pas forcément trop envie de le faire, d'accord? Ce qu'on déduit de ça, alors je vous l'écris en maths, parce que je sais que vous aimez bien les maths, c'est que l'angle HOH comme ça est à 109 degrés. D'accord? Donc ça, on y va. Maintenant, je vais chercher, je prends une règle là, parce qu'à un moment ou à un autre, j'en ai marre de dire. Reprenons sur ma petite molécule qui est ici. La petite molécule qui est là, la molécule d'eau, on est d'accord que l'oxygène est delta moins, ça c'est delta plus, et ça c'est delta plus. On ne va pas forcément en avoir besoin dans un premier temps. Ce qu'on a besoin, c'est de positionner, il y a un premier moment dipolaire qui vient par ça, et il y a un deuxième moment dipolaire qui vient comme ceci. Ce moment dipolaire, il est dû à la liaison OH et l'autre moment dipolaire est dû à l'autre liaison OH. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est bien d'accord avec ça? Alors, il y avait un nom, mais c'est pas... Ouais. Du coup, le moment dipolaire de la molécule d'eau, on est d'accord? Intuitivement, je vais l'effacer après, mais vous devez le trouver comme ceci. Est-ce que ça va? Là, je fais appel à vous juste du côté intuitif. Vous tirez d'une part dans la direction comme ça, d'une autre part dans la direction comme ça. Vous vous dites bien que vous tirez quand même dans deux directions qui ne sont pas opposées, donc vous avez tendance à aller vers là.
Et puis, bah, en gros, c'est dans le milieu. OK? Du coup, si on est d'accord, on va essayer justement de calculer ce moment dipolaire comme ceci. Alors, c'est là où je vous ai dit en cours que normalement, on avait des choses qui étaient assez simples à faire il y a quelques années, parce qu'il y a quelques années de ça, les étudiants avaient tous plus ou moins la même formation, notamment en sciences. Je vais essayer de me mettre... Voilà, je suis en train de faire un truc chaud là, parce que... J'ai moyen de sélectionner et puis de copier-coller. Non, je ne vais pas avoir moyen. Ouais, je vais le faire à la main, tant pis. On peut utiliser la relation de Schall. Ah, bien. Non, parce que l'addition vectorielle, ce n'est pas Schall. Schall, vous savez ce que c'est, Schall? Et ça me fait quelque chose de voir ce truc-là. Mais Schall, c'est de dire que c'est AC plus CB. D'accord? Et je vous remercie d'avoir une petite Madeleine de Proust quelque part, mais Charles, ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas revu. Mais ce n'est pas ça. Là, c'est l'addition de vecteurs. Ce n'est pas très dur. C'est pas très dur. Donc, on prend une direction comme ceci, une autre direction comme ça. OK. Et puis, bah, pour faire ça, en fait, c'est vraiment très simple. Vous allez faire la parallèle comme ceci. Donc, c'est la parallèle entre ça et ça. Et vous faites la parallèle entre ça et ça. Et donc, à la fin, comme ceci, vous allez avoir le moment dipolaire comme ceci. Ça va, ça? Bon, mais c'est bien gentil, mais là, du coup, ça ne nous donne aucune information. On a la direction, parce que vous avez ici l'oxygène, hydrogène de gauche, hydrogène de droite, d'accord? Mais vous n'avez pas la valeur. Alors maintenant, il faut récupérer un petit peu cette valeur que vous avez. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez ça. Et vous connaissez l'autre côté aussi. On sait que c'est 1,51 de Baye. On sait aussi un autre truc, c'est que dans un parallélogramme, les diagonales, elles se coupent dans leur... J'ai mon gamin qui est en 5e, donc lui, si ce n'est pas ça, c'est mal. Et vous avez peut-être oublié que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc ici, vous avez le milieu. OK? Ça va, ça? Et là, forcément, puisque les distances ici sont les mêmes, vous avez un... Comment ça s'appelle ça? Un losange. Un losange. Et que dans un losange, les diagonales, en outre d'être médianes, sont aussi médiatrices. Ça vous rappelle des bons souvenirs, ça? Et donc, si elles sont médiatrices, ça veut dire que vous avez le petit carré que je vous ai fait, un angle à 90 degrés. Alors, je ne vous vois pas, mais je ne sais pas pourquoi je sens une certaine... je sens un petit truc là-dessus. Mais bon, bref. C'est un losange. C'est un losange. 4 côtés pareils. Dans les losanges, c'est pas dur. Hein. C'est quand vous avez 4 côtés pareils et que c'est un parallélogramme, c'est soit un carré, soit un losange. Dans la différence entre un losange et un carré, c'est qu'un carré, tous les angles ici sont à 90 degrés. Ici, celui-là, il n'est pas à 90 degrés, il est à 109. D'accord? Donc, c'est forcément un losange. Et donc, au milieu, eh bien, vous avez un joli triangle rectangle. Et j'y arrive sur ce triangle rectangle que j'essaye de faire. Voilà, j'ai un truc pour essayer de faire ça. Ah non, ça rend vraiment rien là-dessus, mais bon, bref. Sur mon triangle rectangle que j'ai ici, j'ai ici l'hydrogène, ici l'oxygène. Je fais un espèce de zoom entre cette partie-là. Hein. J'ai quoi ici? J'ai l'hypoténuse, j'ai mu OH. D'accord? La longueur, c'est 1,51 de Baye.
Qu'est-ce que j'ai comme autre information? Je sais que c'est un triangle rectangle. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là. Pourquoi cette partie-là, ça m'intéresse? Parce que finalement, ça, c'est juste ça. Hein. Ça, c'est un demi, c'est la moitié de mu total. Ça va? Alors, quelle autre information il me faut pour connaître, pour pouvoir faire ce que je veux faire? Quelle autre information il me manque qu'on va pouvoir déduire? Une interactivité, non? Je ne sais pas. Non, j'ai pas. Il n'y a aucune idée? Et une autre chose qu'on n'a pas utilisée, qu'on a vu au début, c'est que l'angle ici, là, l'angle total, il est à 109 degrés. Comme on coupe à la moitié, bah ici, cet angle-là, θ, il est égal à 109 degrés divisé par 2. Bon, ce qu'on veut maintenant, on va passer en bleu. Ce qu'on veut, en fait, c'est cette distance-là, cette distance-là. On connaît l'angle et on connaît la valeur de l'hypoténuse. Quelle formule on utilise? Eh bien, on utilise le côté, à partir de l'angle, on utilise le côté, on veut le côté adjacent sur l'hypoténuse. On sait que cosinus θ, c'est égal à le côté adjacent, donc 1 demi de mu tot, divisé par l'hypoténuse, mu OH. Ce qui nous intéresse, nous, c'est mu tot, donc le moment dipolaire total. Donc, on a le moment dipolaire total mu tot, qui est égal, donc on remonte ça de l'autre côté, et ça, on le remonte de l'autre côté, qui est égal à 2 mu 2OH fois le cosinus θ, c'est-à-dire 2 mu 2OH fois le cosinus de 109 degrés sur 2. Le moment dipolaire total, il est égal à 2 fois le moment de OH, 1,51. Donc ça, on reste en 2 bails, on aura du 2 bails, fois le cosinus θ, donc 109 sur 2. Et vous allez me dire combien ça fait. Cosinus 109 divisé par 2. Alors, je ne suis pas en radian, moi. Je ne sais plus comment on fait. Je ne sais plus de quel tous. Attendez. Hop. Alors, on y va. 109 divisé par 2. Poum. Cosinus. Ah, j'ai une Casio collège, j'ai une calculatrice collège, j'ai pas de cosinus là-dessus. Vous avez des cosinus, vous, dans votre calculatrice? 0,58. Ça vous paraît bizarre. En fait, dans vos calculatrices collège, vous avez les cosinus ou pas? Bon, alors attendez, on va le faire parce que j'ai des doutes. 109 divisé par 2, poum, 0,58. 0,58, c'est le cosinus de 109 divisé par 2. Hein, d'accord? Donc, vous multipliez par 2 et vous multipliez par 1,51. Et moi, je trouve 1,75. Voilà. 1,75,37.
1,75 de bail. Donc ça, c'est une information assez intéressante. Vous avez donc un moment dipolaire à 1,75 de bail. Alors, pour tout vous dire, c'est là où, mais je l'ai plus ou moins évoqué déjà en cours, c'est là où, année après année, des choses qui pour nous paraissaient super simples, pour les étudiants, on se rend bien compte maintenant que ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que, alors c'est pas de votre faute, hein, puis je veux pas prendre ma casquette de vieux grincheux, mais c'est vrai qu'avant, les étudiants faisaient beaucoup, au lycée, on faisait beaucoup de sommes vectorielles dans tous les sens. Et je me souviens, quand on passait au moment dipolaire, tout le monde était plus ou moins content parce que enfin on refaisait des choses qu'on avait déjà vues en terminale, etc., etc. Et puis le côté adjacent, le côté opposé, etc., etc., tout le monde le retrouvait très très rapidement. Donc on allait assez vite là-dessus. Depuis quelques années, on sent quand même qu'il y a un petit gap, il y a une petite marche à passer pour vous pour faire ces choses-là. On le garde quand même parce que, alors d'abord, parce que vous en aurez besoin après, et puis parce que, quoi qu'on dise, c'est pas difficile du tout. Voilà, d'accord. Donc, c'est pas difficile du tout. Et pour vraiment y arriver, je vous encourage à regarder après l'exercice 6S en exercice supplémentaire. Et vous allez voir, c'est aussi la même chose, hein, des sommes vectorielles. C'est vraiment pas difficile. Et puis, on arrive à trouver les différents moments dipolaires que vous pouvez trouver. D'accord? Donc, le moment dipolaire qu'on trouve ici sur la molécule d'eau, eh bien, le moment dipolaire total, il est à 1,75 de bail. Et ça, je suis désolé, mais on ne peut pas le trouver si on ne fait pas les choses comme ça. Est-ce que, au moins la logique, est-ce que ça va? OK? Alors, si ça va, on va passer à l'autre partie de la question qui dit que, sachant que la valeur expérimentale est à 1,84 de bail, quelle est la valeur de l'angle HOH qu'on disait en ce moment dipolaire? Alors, je vais juste effacer quelques morceaux du truc pour pouvoir faire la résolution parce qu'il ne faut surtout pas tout effacer. On va garder finalement cette information qui est là-dessus, et cette formule qui est ici. À savoir que le cosinus, je ne vais pas y arriver, je vais reprendre, bon, une seconde, je vais déplacer des trucs, j'ai moyen de déplacer des trucs, d'en enlever, hop là, ça, on n'a plus besoin. La relation de Châle, pareil, je vous l'enlève. On n'a pas besoin. Cette représentation-là, je vais la déplacer. Oh, tiens, j'arrive à faire des trucs rigolos. Je ne savais pas faire avant. Hop là. Donc, j'ai dit Châle, j'enlève. Ça, je le déplace ici. Et ça, on va le garder pour se laisser de l'espace. Et on va repartir en fait de ce truc-là pour revenir, donc là-dessus. Si je reprends ma formule ici, on va garder cette formule qui restera bien. Cosinus θ, c'est égal à mu total divisé par 2 fois mu OH. D'accord? À la limite, ça, on peut l'entourer. Vous verrez, en fait, on retrouve la même formule systématiquement. Partant de cette constatation, ici, finalement, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le θ, puisque cette fois, on nous donne la valeur du mu total et vous avez la valeur ici. En d'autres termes, cosinus θ, c'est égal, c'est tout simplement égal mu total, donc c'est combien? 1,88, je crois. 1,84, pardon. C'est 1,84 et c'est divisé par 2 fois 1,84.
1,51. Alors, ça fait combien, ça? 4. Hop là, je ne vais pas y arriver. 1,84 divisé par 2 divisé par 1,51. Et ça fait 0,609. D'accord? Et maintenant que vous avez 0,609, eh bien, il faut trouver. Je vais le faire. 1,84 divisé par 2. Hop là. Et ensuite, on passe en cosinus moins 1 pour avoir le truc. Et vous trouvez un angle qui n'est pas bon. Vous trouvez combien comme angle? Ouais, ça c'est bon. Et après, cosinus moins 1 de ça. Moi, je trouve 52 degrés. C'est pas logique. Ah ouais, oui, oui, ok. Mais le θ qui est ici, hein. Donc on trouve un θ qui est à, c'est bon, hein, 52,46 degrés. Mais attention, le θ qui est là, c'est la moitié de l'angle total. Donc, l'angle HOH, c'est égal à θ fois 2. D'accord? Et donc, θ fois 2, ça vous fait un 104,9 degrés au lieu de 109 degrés. On est d'accord? J'oubliais ici, je suis en train de parler de θ. θ, c'est ce petit truc qui est là. Et c'est bien la moitié de l'angle HOH. Ça va, ça? C'est ce qui était écrit ici. Alors maintenant, la question qu'on pourrait avoir, c'est pourquoi dans la réalité on a ça? Eh bien, on a cette situation tout simplement parce que finalement, si je dessine la molécule d'eau comme ceci, je vais la dessiner en crâne en mettant un hydrogène devant, un hydrogène derrière, et je vais mettre un doublet comme ceci et un autre doublet comme ceci, avec 2 électrons ici et 2 électrons ici. D'accord? Donc, dans la réalité, en fait, ça et ça a tendance, ça se repousse plus fortement. Donc, on a une répulsion. On a une répulsion entre ça et ça qui est plus forte qu'entre cette liaison-là et cette liaison-là. Donc, en fait, l'angle qui va être ici va être plus cet angle-là, il est supérieur à 109 degrés. Et donc, pour compenser ça, cet angle-là, ici, il est aux alentours de 104,9 degrés. D'accord? Bon, ça, je ne sais pas s'il y avait même la question de pourquoi. Non, il n'y avait même pas la question de pourquoi. C'est juste moi qui vous le dis comme ça. OK? Est-ce que ça va ou pas? Ça va. Bon, alors, il reste un exo à faire. Parmi les molécules suivantes, une question à faire. Parmi les molécules suivantes, on va le faire très vite, vous allez voir, et puis on va pouvoir partir là-dessus. Quelles sont celles qui possèdent des liaisons polaires et quelles sont celles qui sont polaires? Alors, j'ai un petit tableau, j'aurais bien aimé le mettre quelque part dans une fenêtre. Je vais essayer de bouger des trucs. Voilà. Parce que moi, entre mon tableau et puis... parce que je ne vais pas y arriver, sinon. Voilà. Donc, mon tableau ici.
Ouais, non, je ne veux pas y arriver. Je ne veux pas y arriver, ce n'est pas très grave. C'est pas très grave. Je reprends ici. J'efface tout, hein, d'accord? J'efface tout. Et alors, on a quoi comme formule? On a je vais essayer de redessiner le tableau. Alors, le moment dipolaire, on a CCl4, on a H2O, on a CO2, on a SO2, on a NH3. Les moments dipolaires sont donnés en 2 bailles et j'ai 0, 1, 84. Là, l'unité, c'est 2 bailles, 1, 84. Là, j'ai 0. SO2, j'ai combien? 1,63. 1,63 et 1,475. C'est ça, hein? C'est ça. La question est la suivante. Évidemment, j'ai tout bougé, donc voilà. Parmi les molécules suivantes, quelles sont celles qui possèdent des liaisons polaires et quelles sont celles qui sont polaires? Alors, dans les molécules, si... Alors, molécule. À l'échelle de la molécule, hein, si le moment dipolaire mu est supérieur à 0, la molécule est polaire. C'est une définition. D'accord? Quoi qu'il arrive, la molécule est polaire. Si vous avez un moment dipolaire, ça veut dire que votre molécule, elle est polaire. Donc CCl4 et CO2 ne sont pas polaires. Toutes les autres molécules sont polaires. OK? Ça déjà, ça c'est simple. La question maintenant, c'est est-ce qu'elles ont des liaisons polaires? On va reprendre leur cas un par un. Vous prenez alors CCl4. Je ne veux pas faire le Lewis pour CCl4. Mais néanmoins, on voit bien qu'on a... Allez, je mets tous les doublets. Un carbone ici qui est AX4. AX4. Et puis, des moments dipolaires, finalement, on va regarder, mais le chlore est toujours delta moins, delta moins, delta moins et delta moins, et l'oxygène, le carbone, pardon, central est delta plus. Donc, vous allez avoir un moment dipolaire comme ceci, un autre moment dipolaire comme ça, un autre moment dipolaire comme ça, un autre moment dipolaire comme ceci. Sauf que la somme des moments donc dipolaires chlore-Cl, elle est égale à 0. D'accord? Mais chaque liaison carbone-Cl, eh bien, ce sont des liaisons polaires. Est-ce que vous comprenez la petite nuance? C'est pas méchant, hein? Faut pas chercher un truc très compliqué. La petite nuance. La molécule, elle est apolaire. C'est normal, son moment dipolaire, il est égal à 0. Donc, elle est apolaire ou pas polaire, comme vous voulez. D'accord? Par contre, si vous regardez précisément, eh bien, la liaison carbone-chlore, dans la liaison carbone-chlore, le chlore est plus électronégatif que le carbone. Hein? Donc, vous avez bien un moment dipolaire pour chaque liaison. C'est-à-dire que la liaison est polaire. Les liaisons dans CCl4, elles sont toutes polaires. OK? Mais c'est le fait que toutes les liaisons vont chacun dans le même sens, que tous les vecteurs à la fin s'annulent, et donc le moment
total, le moment dipolaire total, lui, est bien égal à 0. Comprenez? Alors, si vous comprenez, on passe à l'autre molécule. L'autre molécule, donc c'est H2O. H2O, donc on l'a vu. H2O, vous avez comme ceci, avec les doublets. Hein. Les liaisons sont polaires. OK. Et puisque vous en avez un comme ça et un comme ça, vous avez un moment dipolaire global qui est un 1,84. C'est ce qu'on a vu dans l'exercice précédent. Mais les liaisons sont polaires. On passe à une autre molécule, CO2. Alors, je ne refais pas Lewis sur CO2, mais bon, CO2, eh bien, l'oxygène, il est delta moins, l'autre oxygène est delta moins, et le carbone central est delta plus. Du coup, vous avez un petit moment dipolaire sur la liaison comme ceci et comme ceci. Et mu OC comme ceci et comme ceci. CO2, deux liaisons polaires. Mais molécules apolaires. C'est logique, vous faites la somme vectorielle. Vous avez dans un sens et dans un autre sens. Et si vous faites la somme vectorielle, vous allez voir que vous avez bien une molécule taux globale. Vous tirez d'un côté et de l'autre, mais vous annulez les deux vecteurs, donc la molécule est apolaire. Je vais vite pour SO2. SO2, je vais vite parce que d'une part, on va bientôt s'arrêter. SO2, alors je vous encourage à regarder un petit peu la molécule de SO2. Mais la molécule de SO2, en fait, vous avez un doublet, une charge plus et une charge moins ici. Du coup, en fait, vous avez une molécule qui est comme ceci, avec un angle. Un angle qui est à 120 degrés, puisqu'il est AX2E. Donc, vous avez des liaisons polaires. Donc là, liaison polaire, deux liaisons polaires, j'ai oublié le moins ici. Et vous avez une molécule qui, à la fin, est polaire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas linéaire. Ce n'est pas comme le CO2. Le CO2, vous les aviez bien l'un en face de l'autre. Ici, au contraire, vous avez un moment dipolaire dans cette direction-là et un autre moment dipolaire dans cette direction-là. Et donc, le moment dipolaire global, il est comme ceci, dans ce sens-là. NH3, eh bien, c'est pareil. Si vous regardez un petit peu la formule comme on l'a fait, eh bien, vous avez l'azote qui est delta moins, l'hydrogène delta plus, delta plus, delta plus. Et donc, vous allez avoir des petits moments dipolaires comme ceci. Et le moment dipolaire global, il est ici. D'accord? Donc là aussi, vous avez des liaisons polaires. Et une molécule polaire. Et on va s'arrêter ici. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc, le résumé sur cette chose-là, c'est que la définition d'une molécule polaire, comment on le sait si la molécule est polaire? C'est très simple. Si elle a un moment dipolaire, elle est polaire. Sinon, si elle a un moment dipolaire qui est égal à 0, elle n'est pas polaire. Bon, même si on ne sait pas ça, à la limite, même si on n'avait pas le tableau, on pouvait, avec juste la géométrie, réfléchir à la molécule. Il suffisait juste de savoir que CO2 était linéaire, que CCl4, eh bien, du fait de la symétrie, on avait tous les moments dipolaires qui, à terme, allaient tous s'annuler parce que tirant tous dans le même sens. D'accord? Et pareil pour... Non, c'est tout. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Pour NH3, les flèches, c'est pas dans l'autre sens? Ou alors j'ai mal compris? Ici, non, c'est vous qui avez compris, c'est moi qui me suis planté. C'est du moins vers le plus, donc c'est effectivement dans l'autre sens. C'est comme H2O d'ailleurs, entre parenthèses. Non, non, je me suis planté. C'est comme ça. Ouais, faut que... Vous avez raison.
Je veux tellement aller vite aussi des fois. Pardon. Ah. C'est vous qui avez raison. Hein, ouais. En fait, il faut toujours penser à un sens. Il faut prendre un sens. Donc, c'est bien. C'est toujours nous, on fait le moins vers le plus. Là, je me suis planté et j'ai bien. Le reste, c'est bon. Hein, je n'ai pas dû me planter tout le temps quand même. J'ai dû me planter juste là. Hein. OK. Non, le reste, c'est bon. D'accord? On s'arrête ici. OK. On se revoit la semaine prochaine. Donc, pour l'examen, donc même heure, hein, 10h45. Et puis, pour le TD derrière. OK? Et on aura le temps de manger, hein, parce que en tout cas, je ne vais pas faire court. Après l'examen, je ferai peut-être le quiz, mais je vais peut-être pas, je ne veux pas prendre trop de temps pour qu'on ait au moins le temps de manger et moi le temps de revenir avec un paquet de copies. C'est bon? Les corrections des exercices S sont sur Moodle? Non, les exercices supplémentaires ne sont pas sur Moodle. Si vous avez besoin, vous m'envoyez un mail et puis je vous corrigerai. Si vous m'envoyez vos corrections, puis je vous dis si c'est bon ou pas, etc. D'accord? J'arrête l'enregistrement et puis, alors j'arrête déjà ça et alors je reviens là-dessus sur l'enregistrement. Alors c'est ici. Bon week-end à vous.